Quand je vois des images de ces soldats de 14-18 qui sortaient des tranchées sous la mitraille allemande, je me dis, mais j'aurais jamais pu. J'aurais été tétanisé de peur. Et puis bien sûr, je pense à la résistance. Aurais-je eu le courage d'entrer en résistance? Qu'aurais-je fait sous la torture? C'est des questions évidemment qui obsédaient les générations antérieures. Mais cette question a été transmise à notre génération. Donc je me la pose, et je suis obligé de me la poser avec modestie, parce que, évidemment, l'histoire m'a épargné l'épreuve du vrai courage. J'ai vécu en France dans une période de tranquillité relative, la paix. Je n'ai pas été mobilisé, je n'ai même pas connu la guerre d'Algérie, je suis né plus tard. Je n'ai pas fait mon service militaire. Donc, quand on me dit il faut être courageux pour énoncer tel ou tel propos, j'accepte le compliment, mais j'ai envie de dire, oui, mais bon, c'est un courage métaphorique. Je n'ai pas bravé la mort. En revanche, nous vivons de plus en plus sous une chape de plomb idéologique, c'est vrai, celle du politiquement correct, et il faut savoir lui résister. Alors ce n'est pas la résistance au sens que ce mot a pris entre 1940 et 1945, ce n'est pas un courage physique, mais cela demande quand même une certaine fermeté, et le prix à payer n'est pas la prison, c'est vrai, c'est quand même le lynchage médiatique, et c'est désagréable. Le problème aujourd'hui en France, c'est que le politiquement correct s'articule autour de l'antiracisme. Allez, donc, le risque que vous prenez lorsque vous remettez en cause un certain nombre de ces dogmes, c'est vous-même d'être traité de raciste. Pourtant, je crois qu'il faut garder les yeux ouverts, car au nom de l'antiracisme, on choisit quelquefois l'abrogation du monde réel. Je vais donner un exemple tout de suite. En 2002 est paru un livre très intéressant et terrible sur les territoires perdus de la République. C'est un livre collectif où il était fait état, c'était un certain nombre de professeurs qui écrivaient, du sexisme, de l'antisémitisme et de la francophobie qui régnait dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers populaires. Terme d'ailleurs politiquement correct aussi. Et cela, l'antiracisme officiel ne veut pas l'entendre. L'Europe antiraciste est prête à combattre ses démons. Mais tout d'un coup, elle a des ennemis. Et face à ces ennemis, elle est complètement désarmée et décontenancée. On peut dénoncer la xénophobie française, mais la francophobie en France, on en fait quoi? On peut dénoncer l'antisémitisme à la Breivik, l'antisémitisme d'extrême droite, mais un antisémitisme venu de victimes potentielles du racisme et de l'exclusion, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on choisit de ne pas le voir. On fait le gros dos. Et vous êtes là, si vous voulez, la tâche de l'intellectuel, c'est de dire ce qu'il voit, et plus encore, pour parler comme Peggy, de voir ce qu'il voit. Voir ce qu'il voit. Parce que précisément, le politiquement correct nous interdit de voir ce que nous voyons, pour les meilleures raisons. Il ne faut pas accabler des gens qui sont déjà dans une situation extrêmement précaire. Et là, évidemment, vous vous trouvez dans une situation extrêmement délicate. Cela requiert, encore une fois, peut-être plutôt de la fermeté que du véritable courage, mais on peut aussi en payer les conséquences.
J'avais été interrogé par Le Monde en février 2011, avec un certain nombre d'autres intellectuels, comme ça au téléphone, et j'avais dit à la fois mon enthousiasme et ma prudence. C'était un magnifique commencement, disais-je, mais enfin, on ne sait pas où ça va aller. Et l'article avait été très, très critique à l'égard de ces intellectuels. L'article s'intitulait « L'intelligentsia du silence » et on disait de nous que nous étions obnubilés par l'islamisme, incapables de penser une démocratie arabe ou juste ignorants. Et donc, on disait que nous nous faisions discrets sur les révolutions dans le monde arabe. Oui, en effet, nous pouvions nous interroger, car ces manifestations place Tahrir étaient très impressionnantes, mais elles étaient scandées par de gigantesques prières. Des hommes qui s'arrêtaient pour prier. Donc, au cœur, exactement d'ailleurs comme au moment de la révolution iranienne, au cœur de cette manifestation, il y avait la religion. Et on pouvait se dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Et d'ailleurs, notre inquiétude s'est trouvée confirmée. En Libye, à peine le pays est-il libéré, que le dirigeant, remerciant les Occidentaux, dit « nous allons rétablir la charia et la polygamie ». Et donc, ça veut dire que, oui, ces mouvements sont démocratiques, mais ce n'est pas une démocratie au sens où nous l'entendons, nous. Car pour nous, la démocratie, elle procède des droits de l'homme et des citoyens, disons-nous. Et ça veut dire que tout homme a droit à l'autonomie et à l'indépendance. Cela veut dire que la liberté de conscience et de culte, la liberté de penser publiquement, la liberté de réunion sont des droits au-dessus desquels ne peut se placer aucun souverain absolu, peuple ou roi. Et quand je dis cela, je cite un grand penseur républicain français, Ledru-Rollin. Et toute usurpation de ces droits, dit-il, est un crime de lèse-humanité. C'est une atteinte à la loi sociale. Voilà comment nous concevons les droits de l'homme. Ce qui veut dire que l'autonomie de l'homme fonde la souveraineté du peuple et en même temps, elle limite la souveraineté du peuple. Si vous passez une loi, si vous voulez, qui réduit la liberté de la presse par le rétablissement de la censure, ou une loi qui, interdit un certain nombre de professions à des groupes ethniques, même si cette loi est majoritaire, elle ne sera pas démocratique. Voilà la conception de la démocratie. Droits de l'homme et du citoyen, souveraineté du peuple, limitée et surveillée par l'idée d'humanité. Or, une autre modalité de l'idée démocratique est mise en œuvre dans les pays arabes, lorsque précisément on veut majoritairement rétablir la charia. Car rétablir la charia, c'est évidemment remettre en cause l'égalité des êtres humains, le droit de chaque être humain à cette autonomie qui nous est si chère. Pour nous, évidemment, notre idée de l'humanité sur laquelle repose la démocratie est une idée universelle, mais précisément, les révolutions arabes remettent en cause cet universalisme. C'est très difficile à vivre, très difficile à penser, mais ce désir démocratique d'hétéronomie qui se fait jour dans les pays arabes, eh bien, il faut en effet le prendre en compte, d'où notre situation très délicate. Nous ne pouvons pas abandonner à leur sort des femmes, notamment dans les pays arabes, qui se réclament de notre idée de la démocratie, mais nous devons prendre acte de ce qui se passe aussi. Et donc, la prudence qui était la nôtre en 2011 était tout à fait justifiée.